Bienvenue dans Next Episode, votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio et partout, tout le temps sur Internet, à retrouver à la demande sur vos applications favorites, Apple Podcasts, SoundCloud, Podcast Addict, etc. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment, mais avant tout ça, strike a pose. J'ai toujours rêvé de dire ça. Eh ben oui, je sais, c'est étrange sans l'image. Aujourd'hui, on parle de pause ou pause, tout dépend de la région dont vous venez. La nouvelle fournée, enfin l'une des livrées par Ryan Murphy, une série FX dispo sur Canal+, série, une incursion dans les ballrooms de la fin des années 80, and it's fabulous. Tout comme les débatteuses du jour, Anaïs Bordage, bonjour. Bonjour. Et Mélanie Wanga, bonjour. Hello, hello. Avant d'aller poser et danser, l'info du jour. Les retrouvailles entre Jim Carrey et Michel Gondry se feront sur petit écran. It's the part of you that no one can see. But you know it's there. And I do too. That's the part of you that no one can take away. Because that's the part of you that's really you. You see, the stuff I like about you isn't the stuff on the outside. What I like about you is the other stuff. The inside stuff. La série s'appelle Kidding, la bande-annonce, la bande-annonce annonce, c'est pour ça, c'est parce qu'il y avait une redite, c'était compliqué. La bande-annonce annonce une certaine poésie gondryenne, mais une certaine folie aussi, puisque Carrey incarne un ex-animateur de programme pour enfants qui traverse une grosse, très grosse crise familiale, avec également la merveilleuse Catherine Keener. Les 10 épisodes seront diffusés à la rentrée sur Showtime, avec vous ou pas? Je sens l'enthousiasme débordant. Un enthousiasme très mou sur ce dossier. Écoute, ouais, pour l'instant, j'attends de voir. En fait, je pense qu'on a atteint un pic TV où, enfin, ça fait des années qu'on parle de pic TV, mais on a atteint un stade où j'attends généralement qu'il se passe un peu de temps et que d'autres gens me disent si ça vaut le coup ou pas de m'investir, tu vois, parce que il y a tellement de trucs à regarder, il y a tellement de trucs à suivre que je ne peux pas. Tu veux dire que les séries sont chronophages? Bon, vraiment. Oh, bah écoute, un petit peu. C'est vrai qu'il n'y a rien de pire que de commencer une série et de te dire allez, je me lance, on sait jamais, et de tomber sur une bouse, et là tu fais bon. Ouais, voilà. Bah, là, le Gondry Carré, bon, il y a peu de probabilité de bouse quand même, non? On espère. On réserve notre jugement. Moi, j'y serai, par principe. Sans plus d'échauffement, on danse tous dans la ballroom. There's so much you could say about the ballroom scene, but simply, it's just a way of life. The ballroom is about us. We took dance from mainstream and posing in magazines and created Vogue. It's a place you can live out a fantasy that you never lived before. At the core of it, it's community. It's about being alone and then finding people that are just like you. I'm able to be true to myself in a space where that's celebrated. That makes me feel beautiful. Give them some music and pose! Bienvenue dans le New York des années 80, l'ère de l'avènement luxe à la Trump, c'est-à-dire du bon goût assuré, mais aussi de la ball culture. Bienvenue sur les dance floors, c'est parti pour le voguing. Pause suit cette communauté de fêtards et plus particulièrement 3 femmes transgenres et un jeune homme gay. Êtes-vous emballés? Alors, Mélanie. Moi, je trouve qu'il y a énormément de choses positives, mais on retrouve les Ryan Murphismes habituels dans cette série, et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de grincer des dents. Alors, j'adore le thème, je trouve que c'est vraiment dans l'air du temps, c'est cool, pour une fois, les héros sont divers, des personnes transgenres, des personnes LGBT qui sont représentées, c'est pas des mecs qui incarnent des personnes transgenres pour une fois, donc ça c'est vraiment cool. L'histoire, j'adhère totalement, les années 80, la Trump Tower, ça me fait vraiment marrer parce qu'ils ont fait des liens avec le présent. Voilà, sur ah là là, tu travailles pour Donald Trump, mais c'est génial. Alors c'est vrai que quand tu vois ça en 2018, tu fais ah oui, c'est vrai qu'à une époque on a cool pensé à l'époque. Voilà, tout le côté danse, musique est assez bien trouvé. C'est plein de tubes des années 80 qu'on a tous entendus à la radio avec nos parents dans la voiture, voilà, sur l'autoroute. Ou peut-être certains étaient en âge de les écouter tout seuls parce qu'ils sont bien plus vieux que les autres. On aussi. dira rien. Après, le jeu des acteurs m'a un peu bloqué, je l'avoue. Certains acteurs en font un peu des caisses et certains n'en font pas assez, ce qui est assez gênant. L'héroïne, enfin une des actrices principales, Blanca, donc qui est jouée par MJ Rodriguez, je trouvais qu'elle avait l'air complètement paumée, un peu alors qu'elle est censée être un peu une badass, un peu aller au devant des choses, essayer de monter son équipe en fait de danseurs. J'avais un peu de mal à y croire à cette fille, quoi. Alors j'espère que ça va s'améliorer, mais sinon il y a quand même des points très positifs qui me donnent envie de continuer.
Anaïs. Moi vraiment j'ai juste envie de dire merci Ryan Murphy. En fait quand j'ai vu Pose, j'avais très très peur effectivement des Ryan Murphismes. On le connaît, il en fait toujours un peu trop, il sait pas du tout où amener sa narration. On se retrouve avec des histoires d'aliens et de nazis un peu de sorties de nulle part dans certaines de ses séries, notamment American Horror Story. Et là, en fait, je trouve qu'il a trouvé le sujet qui convient parfaitement à sa Ryan Murphyserie, parce que en fait, il explore la bol culture, et la bol culture, c'est une culture de l'extravagance et qui est pas toujours très chic, qui fait un peu ce qu'elle peut avec des bouts de ficelle, et qui est vraiment dans le sens de la démesure, dans le sens du drame, de l'emphase, et donc ça colle parfaitement avec ce que Ryan Murphy aime faire d'habitude, quoi, c'est-à-dire en faire des caisses. Là, à travers ces personnages complètement extravagants, et donc avec des dialogues notamment entre Electra et Blanca, qui sont donc deux rivales dans les bols, et qui s'envoient des pics mais absolument incroyables. Les dialogues sont assez fabuleux, je trouve. C'est vraiment parfois ça brûle, quoi. C'est bien dosé en fait. C'est ouais. ça. Il nous a pas toujours habitués à un dosage. Ouais. Non, c'est ça. Je pense qu'à part O.J. Simpson, la première saison d'American Crime Story, qui était un peu sa série où il a réussi incroyablement à se maîtriser jusqu'à la fin et à faire un truc vraiment bien cadré, quoi. D'habitude, il part dans tous les sens, et là, en fait, effectivement, il y a un sens à la fois de la démesure dans les dialogues et dans les. Par exemple, le premier épisode se termine sur une scène de danse. Sur ma chanson préférée de tous les temps. Voilà, I Wanna Dance de Whitney Houston. Ouais. Et alors, peut-être que c'est parce qu'il était tellement content d'avoir réussi à avoir les droits qu'il s'est dit, bon, on va mettre la chanson en entier. Mais en fait, on s'attend un peu à ce que ce genre de scène coupe au bout d'une minute, quoi. C'est une scène d'audition. Donc, c'est un jeune homme qui s'est fait jeter de chez ses parents parce qu'il est gay, qui arrive à New York, qui est à la rue, et son rêve, c'est de danser. Et donc, il passe une audition dans une école de danse. Et donc, toute la tension du premier épisode se joue dans cette scène. Les inscriptions sont fermées, mais on lui donne quand même sa chance. Bon, il n'y a pas beaucoup de suspense sur est-ce qu'il va être pris ou pas, évidemment, mais donc il y a cette scène où il commence à danser sur du Whitney Houston, et en fait ça dure, toute la chanson est diffusée, et donc en fait la tension monte de plus en plus, et Ryan Murphy tire en fait tout ce qu'il peut, quoi, de cette scène, et du coup ça marche, quoi, et ça illustre vachement bien ce qui moi me fait beaucoup de plaisir dans cette série, c'est que en fait il veut nous rendre heureux, c'est-à-dire qu'il prend des histoires qui sont assez douloureuses. Il parle d'une communauté qui a beaucoup souffert à une période où elle a énormément souffert. C'est les années SIDA, il y a une épidémie de consommation de crack, il y a de l'homophobie, il y a du racisme, il y a de la transphobie, et il en parle, mais en fait il termine toujours sur une note positive et une note d'espoir, ce qui est ultra rare pour des histoires concernant ce genre de personnages, en fait, dont on nous parle tout le temps de la tragédie, quoi, la tragédie de leur vie, et là en fait non, il veut nous rendre heureux, il veut nous montrer que malgré toutes les difficultés, on peut y arriver, quoi. Est-ce que Pose est un soap? Moi, je pense. C'est ma question, pas dans la mare. En fait, alors c'est vrai qu'il joue quand même, et c'est très conventionnel dans la manière dont. Il y a quand même des codes de soap. Voilà, exactement. Chant contre chant, avec des gens qui s'envoient des pics, c'est quand même. Mais je trouve que c'est les codes qu'il aime bien utiliser depuis longtemps, et qui là vraiment fonctionnent, parce que en fait, il reprend des codes très conventionnels et qu'on a déjà, dont on n'en peut plus, quoi. Mais il les reprend avec des personnages qu'on ne voit jamais. Il nous donne des héroïnes trans jouées par des femmes trans, des héroïnes trans noires jouées par des femmes trans noires. Parce qu'en fait, au scénario, 2 scénaristes trans qui ont été embauchés, Our Lady J et Janet Mock, qui ont insisté pour qu'aucune personne cisgenre ne joue un trans dans la série. Exactement. Ce qui, sauf erreur de ma part, est possiblement une première. Une série soit complètement centrée. Dans il y a Orange is the New Black aussi. Oui, c'est vrai, qui était un peu la pionnière. C'est une série chorale. Là, on parle de personnages centraux qui sont vraiment au cœur de l'histoire. Et dans Transparente, en fait, donc on a plusieurs
personnages de femmes trans qui sont joués par des femmes trans, mais le personnage principal est joué par un homme cisgenre. Gogo. Voilà, qui en plus est accusé de harcèlement sexuel, tout va bien. On lui a donc consacré un épisode, si vous voulez écouter sur Transparente. Mais c'est vrai que donc c'est la première série à avoir autant de personnes trans qui jouent des rôles principaux. C'est la première série à avoir une femme trans noire qui fait partie des scénaristes, donc Janet Mock, qui aussi réalise un des épisodes qu'on n'a pas encore vu, qui est plutôt vers la fin de la saison. Et en fait, tout ça, ça se sent, quoi. C'est-à-dire que c'est produit et écrit par des personnes concernées par cette histoire. Et en fait, pour une fois, on retrouve même quasiment une inversion, parce qu'on a Evan Peters qui joue dans la série, mais qui joue un rôle qui est un des fidèles de Ryan Murphy. Voilà, qui un peu s'amuse, mais qui là en fait joue un rôle complètement minime dans l'histoire, qui joue un rôle assez intéressant, voilà, d'un mec qui veut bosser pour Trump et qui tombe amoureux donc d'une jeune fille trans prostituée, jouée par India Moore, et en fait on a le seul personnage blanc de la série qui occupe peut-être 10% de chaque épisode. Mais d'ailleurs pour moi ça c'est vraiment la partie soap en fait de la série, cette histoire d'amour un peu sortie de nulle part où le gars il arrête sa voiture et il y a aussi James Van Der Beek. Oui, on ne sait jamais comment le dire, mais on va se lancer Van Der Douche pour les intimes. Qu'on retrouve à la Trump Tower et qui joue un gros rôle de douche effectivement. Donc du coup c'est marrant, moi je trouve qu'il y a une inversion, c'est-à-dire que les personnages blancs classiques, les mecs cisgenres qu'on voit partout, là ils ont des rôles un peu caricaturaux par rapport au reste. Donc c'est assez, et assez je sais pas si c'est voulu, mais en tout cas c'est génial, quoi. C'est-à-dire que du coup il explore des personnages qu'on voit jamais ou qu'on voit toujours mal représentés, et là il leur donne une nuance et beaucoup de dimensions qu'on voit rarement à l'écran. Et par contre c'est vrai que les personnages blancs et cisgenres et hétéros sont un peu mis de côté, et franchement ça fait du bien, quoi. Moi en fait c'est vraiment une série qui me fait du bien. Après, vu les gens qu'il a castés, il a quand même casté donc James Van Der Beek, Evan Peters et Kate Mara. Je pense que sur le casting leurs noms sont en premier, donc je pense que leurs rôles vont éventuellement prendre de l'importance ou pas, c'est juste qu'il faut avoir et moi je m'attendais vraiment à ce qu'on les voit plus, justement parce que ils sont vachement mis en avant, c'est les stars du projet entre guillemets les plus connus, et pourtant pour l'instant en tout cas c'est vraiment surprenant de les voir aussi peu et de les voir jouer un rôle très marginal dans l'histoire de ces autres personnages, quoi. Et des personnages d'ailleurs qui sont pas définis uniquement par leur transidentité, ou par exemple on a c'est ça, c'est pas c'est important, et c'est pas non plus c'est pas tout ce qui les constitue en fait, c'est des vrais personnages, c'est vraiment la musique et la danse et le ball quoi qui les constitue. Ouais, voilà, c'est ça. Et alors après évidemment ça reprend beaucoup, surtout les 15-20 premières minutes avec la scène de ball. Si vous avez vu Paris is Burning, ça reprend toutes les expressions qu'on a déjà entendues plein de fois, Tens across the board, les trucs comme ça. Et en fait, mais en même temps, je trouve que ça fonctionne un peu. Ça peut fonctionner pour des gens qui appartiennent à la communauté LGBT, et ça peut aussi fonctionner pour des gens complètement déconnectés de ça, parce que ça les introduit vraiment à quelque chose qu'ils connaissaient peut-être pas, quoi. Donc je trouve que ça fonctionne sur les deux niveaux, et c'est vraiment bien fait, parce que encore une fois, les gens qui sont derrière la caméra savent de quoi ils parlent, quoi. Anaïs, tu dis que c'est une série qui te rend heureuse. C'est le cas aussi pour toi, Mélanie? Moi, je trouve je suis assez d'accord. Je trouve qu'il dégage quelque chose d'assez. Alors quand les sujets sont lourds, quelque chose d'assez. Assez positif. Mais moi, il y a des scènes, notamment, on parlait au début des scènes assez fortes quand Damon, donc le héros, se fait jeter de chez lui en fait par son père parce qu'il est homosexuel et parce qu'il aime danser. Ça m'a vachement choqué cette scène. J'ai trouvé ça très violent, très fort, et j'ai trouvé que c'était peut-être la scène. Alors je sais que on vient pas dans une série comme ça pour le réalisme, mais ça a rajouté vraiment une dose de réalisme, une dose d'enjeu en fait, et on comprend du coup le désespoir qu'il ressent après, et pourquoi il dort dans un parc, et pourquoi la seule chance qu'il a c'est de se mettre à danser, quoi. J'ai trouvé ça assez fort. Oui, parce que c'est j'ai dit c'est une série qui reprend quelques codes du soap, mais c'est aussi une série sur l'émancipation. Ouais. Ah oui, complètement, ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, en vrai, dans les balls de New York de cette époque-là, les costumes étaient généralement un peu moins raffinés que dans la série. Les gens étaient peut-être pas tous aussi beaux, aussi caméra ready, on va dire. Mais j'ai l'impression qu'ils montrent aussi, en fait, tout le principe des balls, c'est de réaliser un fantasme. C'est de se dire, en fait, je peux appartenir à une société qui pourtant me rejette complètement. Realness, c'est
voilà, c'est les catégories où ils essayent de se faire passer pour quelqu'un qui travaille dans une banque ou pour quelqu'un d'hétéro alors qu'ils ne sont pas, ou qu'ils ou elles ne le sont pas. Et du coup, j'ai l'impression que Ryan Murphy réalise ce fantasme-là, c'est-à-dire qu'on les voit avec des costumes complètement extravagants, on les voit justement vivre une vie qui, malgré toutes les embûches qu'ils rencontrent, est relativement joyeuse et pleine d'espoir. On les voit se faire des câlins, on les voit s'entraider, on les voit se donner des conseils. Il y a une scène très émouvante où Blanca justement parle un peu de sexualité à Damon parce que il a jamais vraiment su en parler à son père, et donc là elle lui explique un peu comment ça marche, quoi. Et donc tout ça, c'est vraiment plein d'espoir, et ça permet en fait de s'éloigner de tous les clichés de l'horreur tragique que ces personnages subissent d'habitude, et pour plutôt en fait nous donner une image vraiment positive et qui rentre dans cette idée de fantasme, quoi. C'est-à-dire que on rentre dans le bol et on les voit vivre une vie que peut-être beaucoup de gens n'ont pas pu vivre à cette époque-là, mais que voilà, dans la série on transcende un peu ça, quoi. Qu'est-ce que la série raconte, ou en tout cas explique, des États-Unis d'aujourd'hui selon vous? Parce que effectivement, il y a des parallèles quand même. Ouais, c'est des parallèles c'est à assez l'ère forts. Trump, on en parle. Il y aura 2-3 choucroutes, 2-3 épaulettes, mais en dehors de ça. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que, comme tu disais, Anaïs, ça parle de la crise de la drogue, en fait, à l'époque, et qui touchait particulièrement la communauté noire, et que Ronald Reagan, à l'époque, a traité un peu en mode dommage, il y a une crise qui décime la population noire. Oups. Alors qu'aujourd'hui, en 2018, il y a une crise aussi de la drogue, des opioïdes en fait aux États-Unis, qui touchent les communautés blanches, et là par contre l'État en fait met beaucoup d'argent pour essayer d'enrayer tout ça. Donc j'ai trouvé ça intéressant. J'ai aussi beaucoup aimé Enfin, en fait, c'est tragique, mais je trouve que ça rajoute aussi du réalisme, l'aspect autour du sida, en fait, du VIH, sachant que Blanca est atteinte du VIH et décide malgré tout de continuer de vivre, en fait, et de se lancer, en fait, dans la construction de sa house. Et que c'est minimal, en fait, dans la construction de son personnage. Voilà, d'habitude, on a le personnage, c'est repos, c'est bon, quoi, on l'a caractérisé. Il est triste, il reste chez lui, il bouge plus, il dort plus, il mange plus. Exactement. Et en fait, là, Blanca, c'est vraiment, on a la scène un peu qu'on a déjà vu plein de fois, la scène du rendez-vous où on lui dit qu'elle est atteinte du VIH, et en fait au-delà de cette scène un peu cliché, on l'oublie pas, c'est tout le temps là, mais en fait elle est définie par plein d'autres choses, et encore une fois elle a de multiples dimensions, et ça fait vraiment plaisir à voir. Des personnages très très riches en fait. Ouais, exactement, et auxquels on s'attache quand même super rapidement, parce que moi j'étais émue aux larmes dès le premier épisode. Je trouve que c'est vraiment mais ça c'est l'effet Whitney, c'est pour ça. Exactement, c'est vrai que tu me mets Whitney, je pleure très facilement. Whitney syndrome, le syndrome Whitney, ouais, on va donner ce nom là dans chaque série. Le point Whitney est atteint, les larmes coulent. Exactement. Et rappelons-le, parce que c'est pas, on a consacré un épisode de Next Episode à Ryan Murphy, dans lequel on n'a pas forcément été toujours très sympathique sur ses qualités esthétiques. Disons-le, Pause, c'est aussi une série esthétiquement très réussie. Voilà. Il n'y a pas ce petit basculement symptomatique du c'est beau, c'est de mauvais goût, c'est moche. C'est ça que vous aviez dit, parce que je disais relativement ces séries elles sont assez marquées visuellement Ryan Murphy. Ouais, mais des fois effectivement ça. Des fois on bascule du côté mais là en fait c'est moi ce que je me suis dit, c'est que c'est vraiment comme tu disais, on retrouve en fait ce qu'il fait d'habitude, sauf que là ça fonctionne parce que dans les scènes de bol avec la caméra qui est tout le temps en mouvement, qui bouge dans tous les sens, etc. Et des gros plans sur les visages aussi. Voilà, et parfois c'est le genre de truc qui donne un peu la nausée dans ces autres séries, mais qui là fonctionne complètement avec ce qu'il veut nous montrer, quoi. Il veut nous montrer vraiment l'effervescence de cette scène-là, et donc du coup, tous ces mouvements de caméra un peu, un peu trop, quoi. Là, ça fonctionne parfaitement là, ça avec. Prête, voilà, exactement. Donc je rappelle, Pause de Ryan Murphy, c'est en ce moment sur Canal Série. Tradition oblige, si je vous demande une recommandation. Moi, pour rester dans la danse, on va dire, et le chant, j'ai envie de parler de Crazy Ex-Girlfriend. Je sais qu'on en parle tout le temps, et je sais que tout le monde adore. Mais il y a des séries qui reviennent comme ça, c'est voilà. Mais voilà, quoi. Si vous aimez les chansons, alors c'est pas du tout l'esprit ball ni l'esprit Vogue, mais mais il y a quand même de la musique, il y a quand même du sentiment, il y a quand même de l'extravagance, on va dire, sauf que ça se passe dans la tête de l'héroïne. Donc voilà. Et c'est aussi très beau esthétiquement. Moi j'aime beaucoup. Ça va me permettre. Anaïs. Je ne peux pas ne pas recommander RuPaul's Drag Race.
Mais bien sûr, évidemment, Voilà. auquel un hommage est rendu assez rapidement. Je sais plus dans quel épisode. Enfin, le point RuPaul arrive très rapidement. Ouais, bah oui, c'est Mais en tout cas, il y a certains personnages, on dirait qu'ils sont inspirés de lui un petit peu. Voilà, quand c'est même, ça. Bah, en fait, c'est un passage obligatoire, quoi. C'est en fait donc RuPaul's Drag Race, qui est une émission de télé-réalité où en fait des drag queens sont en compétition, et donc animée par RuPaul, célèbre drag queen qui a vraiment influencé la culture de gay de New York dans ces années-là. En fait, c'est encore une fois une émission qui me rend tellement heureuse. C'est l'intersection, donc c'est du drag, donc c'est l'intersection de beaucoup d'arts différents, c'est-à-dire qu'il y a les costumes, le maquillage, la coiffure, il y a juste la performance, il y a la danse, il y a de la comédie, il y a du stand-up, il y a vraiment, si vous aimez les arts dans toutes leurs formes, là c'est parfait. Et puis en fait on a une communauté qu'on voit rarement comme ça à la télé. On a des personnes qu'on voit rarement représentées à la télé, donc on a des femmes trans, on a des hommes gays, on a des personnes en surpoids, on a des personnes portoricaines ou amérindiennes, enfin des gens qu'on voit pas souvent en fait représentés à la télé et qui parlent d'histoires parfois très dures qu'ils ont vécues, parce que c'est encore une fois une communauté très marginalisée, et sauf que là ils expriment tout ça à travers le drag, et donc un art qui est particulièrement joyeux, qui mise tout sur l'extravagance, sur la confiance en soi. Et donc en fait qu'on appartienne à la communauté LGBT ou pas, ça procure un tel bonheur de voir des gens comme ça se surpasser et mettre toutes leurs insécurités de côté pour faire quelque chose d'absolument époustouflant, épisode après épisode. C'est vraiment génial, on rit, on pleure, on s'extasie devant la beauté des performances et des costumes. Bref, il y a tout ce qu'il faut dedans, donc vraiment RuPaul's Drag Race, je recommande. Voilà, vous noterez que cette émission était placée sous le signe de l'optimisme et de la beauté. Oui. Merci beaucoup Anaïs Bordage, merci Mélanie Wanga. Next épisode, c'est terminé, rendez-vous mardi prochain, même heure. L'idée est là, mais la cohérence n'est pas là du tout, quoi. Fin de séance, le lundi à 19h. Il a des très très bonnes intentions, puis tout s'écroule sous une dramaturgie vraiment hyper poussive. Retrouvez Thomas Camacho et Pierre Delors. C'était quand même le grand écart entre Source Code et Warcraft. On s'était d'ailleurs posé la question, pourquoi Warcraft ? Et sur toutes les applications podcast.